Pour commencer, il paraissait important de refaire le point, de définir, de recadrer un peu les choses. Une crise, quelle crise? Qu'est-ce qu'une crise? Comment peut-on la positionner par rapport aux autres? Avons-nous en ce moment une crise, comme on le dit parfois, qui serait la plus forte de notre histoire? Pour répondre à ces premières questions, je vais donner la parole à notre collègue Philippe Spizer, dont l'objectif va être, encore une fois, de nous réexpliquer, de recadrer brièvement ce qu'est une crise et comment cette crise se singularise par rapport aux précédentes. Merci Philippe. Je présenterai en effet la crise d'une façon un petit peu particulière, introductive en quelque sorte. Je vais faire une analyse rétrospective à la fois historique et théorique. Et j'aborderai deux grands points, si vous le voulez bien. Premièrement, une définition de ce qu'on entend par la crise aujourd'hui et trois remarques liminaires. Et une deuxième partie qui se comportera de trois idées nées d'une réflexion historique et théorique à la fois. Alors d'abord, définition de la crise et remarques liminaires. La définition de la crise présente me paraît être la suivante. C'est une situation où semblent coexister des déséquilibres internes, du budget, du chômage, une crise de liquidité bancaire et externe, à travers la volatilité des changes et des déséquilibres de balance des paiements. Et tous ces déséquilibres semblent incontrôlables. Toute prévision ou scénario de sortie de crise paraît actuellement extrêmement difficile et toute politique économique semble actuellement au mieux inane, au pire porteuse de graves contradictions internes. Donc on a l'impression d'une juxtaposition de chocs successifs ou simultanés qui s'imbriquent d'une façon telle qu'on a le sentiment de ne pas pouvoir les maîtriser. Trois remarques liminaires. Première remarque, telle que je viens de la définir, la crise semble surtout frapper l'Europe, même si elle a commencé aux États-Unis, comme on le sait tous, à travers la crise des subprimes, et si elle se développe également aux États-Unis. Elle ne touche en tout cas pas, à ce stade encore, les nouveaux pays industrialisés. Deuxième remarque, l'une des spécificités de cette crise est que la dispersion des performances dans les pays dits en crise, par exemple entre l'Italie et l'Allemagne, est presque comparable à la dispersion des performances entre les pays dits en crise et ceux qui ne le sont pas, entre la Chine et la France par exemple. Dit en termes un peu plus mathématiques, on a l'impression que la variance interclasse n'est pas beaucoup plus élevée que la variance intraclasse. Exemple, on vient de dégrader l'Autriche. Celle-ci présente cependant un taux de chômage de 4,8% de la population active à comparer à ce que nous avons en France. Du coup, la crise semble aussi soumise dans chacun de nos pays à un biais médiatique dont on ne peut mesurer les conséquences sur le phénomène lui-même. Troisième remarque de début. L'histoire économique donne peu de leçons, parce que l'économie n'est pas une science expérimentale, faut-il le rappeler, et que les situations sont chaque fois nouvelles. L'une des raisons de ce qu'on pourrait appeler le silence de l'histoire est que l'ordre de grandeur des paramètres économiques mis en jeu n'est jamais comparable d'une crise à l'autre. Laissez-moi juste vous rappeler qu'en 1997, on avait 800 milliards de dollars par jour sur le marché des changes. Nous en sommes à 2012 à 4000. Ce qui veut dire que les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets, ce qui pour un esprit rationnel et aristotélicien est toujours désagréable. Pour résumer, la crise actuelle est une crise structurelle de productivité de l'Europe et des États-Unis, de perte générale de parts de marché de pays jusque-là dominants, une crise conjoncturelle cyclique classique si on s'en tient à certains secteurs, une crise de ce qu'on appelle aussi la zone monétaire optimale, je vais y revenir, une crise de liquidité interbancaire, une crise des cours de change et une crise du financement des déficits publics dans les pays ayant établi une part importante de leur croissance sur l'emprunt international. Trois idées maintenant à relier à l'histoire économique et à l'histoire de la pensée économique, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Première idée, une crise qui présente des aspects très classiques dans son déroulement d'ensemble. Deuxième idée, une crise logique en raison d'une contradiction originelle de politique économique et de gouvernance de la zone euro. Et troisième idée, une crise très profonde en raison des postures idéologiques face à sa résolution. Première idée, une crise classique dans son déroulement. Si on compare la crise actuelle avec la crise de 29, comparaison qui s'est imposée à certains esprits, il convient de se pencher sur ce qu'on ont dit les économistes de l'époque, et paradoxalement, je vais oublier pour l'instant Keynes. Si je prends l'un des représentants les plus illustres de l'école classique, à savoir Irving Fisher, toutes les grandes dépressions pour lui résultent en premier lieu du surendettement, associé à des périodes de boom consécutives à des innovations majeures, qu'elles soient financières ou industrielles. Les anticipations de profit deviennent alors à ce moment-là très élevées. Les premières difficultés de remboursement des échéances exigibles débouchent sur un réajustement des anticipations et un affolement des créanciers et des débiteurs. Nous avons une séquence, en quelque sorte, de la dépression qui est décrite par lui, et pour un classique, sa description est assez fouillée et assez étonnante, quand on sait que les classiques, d'habitude, sont très indifférents à un certain nombre de mécanismes.
Donc Fischer nous dit il y a d'abord liquidation des dettes, vente massive d'actifs, il y a contraction de la monnaie de dépôt, réduction de la vitesse de circulation de la monnaie, chute des profits, réduction de la production et donc réduction de l'emploi, perte de confiance et pessimisme liés aux faillites et au chômage, thésaurisation, nouvelle baisse de vitesse de la circulation de la monnaie et enfin baisse des taux d'intérêt nominaux et hausse des taux d'intérêt réels. Même s'il résonnait dans un monde moins internationalisé qu'aujourd'hui, si certains aspects ne se retrouvent pas dans la crise actuelle, sa description reste assez pertinente et décrivant bien la crise actuelle dans son ensemble, Europe et États-Unis, et d'autre part suffisamment convaincante, même pour des économistes idéologiquement éloignés de lui. Je pense à Kindleberger et Galbraith, qui ne renieraient pas sa vision. Deuxième idée, la crise est logique en raison d'une contradiction originelle dans la construction européenne. Sur le plan européen, en effet, la crise était en quelque sorte inévitable ou logique car elle résulte d'une contradiction qui n'a jamais été levée. En fait, de contradictions, mesdemoiselles et messieurs, j'en vois deux. Première contradiction, si on se réfère au fameux schéma keynésien que tout le monde connaît, ISLM, le fameux schéma cher à X et Hansen, est dérivé directement de la littérature keynésienne, qui établit un policy mix, c'est-à-dire un rapport optimal entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Il faut admettre que confier la responsabilité de la politique monétaire à une seule entité, mais la politique budgétaire à 17 autres entités qui ne se coordonnent pas, n'est pas une garantie de cohérence absolue. Deuxième idée, ensuite et toujours pour l'Europe, on ne peut pas ne pas rappeler la théorie de la zone monétaire optimale évoquée pour la première fois en 1961 par Robert Mundell. Cet économiste est l'un des premiers penseurs de la monnaie unique, donc à ce titre un des pères intellectuels de l'euro. Et il posait la question, à quelles conditions une monnaie unique est possible dans des pays différents? Je ne reviendrai pas, je n'ai pas le temps, sur l'ensemble des hypothèses de Mundell, mais celui-ci affirmait quand même que lorsque une dévaluation n'est plus possible, seule une mobilité parfaite des facteurs de production à l'intérieur d'une union monétaire, ainsi que des conditions fiscales identiques, sont une condition nécessaire pour que la zone monétaire soit optimale et qu'elle soit durable. Mundell affirmait également l'importance d'une réelle détermination politique dans la construction réussie d'une union monétaire, et ça c'est très important. Dans le monde réel, bien sûr, les monnaies sont principalement l'expression de la souveraineté. La réorganisation monétaire ne sera donc possible qu'à la condition de s'accompagner de changements politiques profonds. Les références sont disponibles chez moi. Troisième idée, une crise profonde en raison des postures idéologiques opposées face à sa résolution. Jusqu'à présent, dans mon exposé, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de questions de l'endettement dont tout le monde parle, ce qui tient de l'inconscience ou du paradoxe dans mon propos. J'y viens en commençant par une citation de Jens Weidmann, qui est le président de la puissante Bundesbank, propos tenus lors d'une réunion à Berlin, et je vous renvoie au Monde du 23 décembre dernier. Il serait fatal de gommer complètement l'impact disciplinaire des taux d'intérêt à la hausse. Quand les États commencent à payer de plus en plus cher l'obtention d'un crédit pour faire face à leurs échéances, alors s'endetter devient pour eux beaucoup moins attrayant. La bonne politique budgétaire doit être récompensée grâce au coût du crédit et la mauvaise punie par le même moyen. Fin de citation. On comprend que derrière les arguments économiques habituels sur l'endettement et son financement, les effets d'éviction d'une rareté soudaine du crédit, les conséquences inflationnistes possibles d'une monétisation de la dette publique, se tient une véritable philosophie, une posture morale de la part de certains acteurs de la crise. On peut aller jusqu'à dire une posture théologique, tant le vocabulaire employé ici sent ici le sermon, théologie qui opposerait les pays du sud de l'Europe et les pays du nord. Réconcilier des théories économiques est difficile, mais réconcilier des conceptions philosophiques par rapport au problème de la dette et donc de la vertu, de la parole donnée et de l'engagement est presque impossible. Cette question morale est d'ailleurs reprise dans la théorie économique et financière moderne quand elle s'intéresse à des problèmes que vont évoquer mes chers collègues, la quantité de risques qu'accepte de prendre une institution si elle se sait protégée par des mécanismes d'assurance, le problème de la régulation et de son efficacité, le problème de l'asymétrie informationnelle qui fait que, par exemple, un pays connaît sa situation budgétaire réelle mais va la cacher ou la falsifier. Les problèmes de positionnement d'une analyse économique par rapport à une conception morale ou politique des règles de droit, des devoirs et des obligations des agents économiques, ce que pose la crise actuelle, eh bien, ne sont pas si neufs que cela. Je voudrais terminer par deux références qui me paraissent importantes pour illustrer mon propos. Première référence, évidemment, Adam Smith, fondateur de la science économique, qui était d'abord professeur de philosophie morale, faut-il vous le rappeler, et qui faisait l'éloge de l'épargne parce que celle-ci traduisait la frugalité de celui qui met de l'argent de côté. Deuxième référence, un livre extraordinaire dont je vous recommande la lecture parce que vraiment certains passages peuvent être repris tels quels dans les débats présents. Il s'agit d'un livre de Keynes, mais pas la théorie générale. Je pense aux conséquences économiques de la paix, un livre de 1919.
Keynes s'était intéressé à la question de l'ampleur et du financement des réparations allemandes prévues par le traité de Versailles, qui constituait un prélèvement sur la future production d'outre-Rhin et posait selon lui un problème économique très simple. Comment produire en Allemagne alors que le capital productif est durablement amputé par le fait qu'évidemment le revenu national se voit lui-même diminuer du fait des réparations à payer. Qu'un Anglais se préoccupa sans hypocrisie, sans arrière-pensée, sans volonté d'hégémonie et de défense d'intérêts égoïstes de la stabilité économique, sociale et géopolitique du continent est une chose suffisamment rare pour qu'on lui rendît hommage ici. Conclusion, les économistes et les financiers ont été pris en défaut de ne pas avoir prévu ni l'ampleur de la crise et de ne pas s'accorder sur les moyens d'en sortir, mais les hommes politiques, surtout européens, n'ont pas été à la hauteur de ce que Keynes, Mundell et bien d'autres, comme Maurice Allais, posaient expressément comme condition nécessaire à une politique économique efficace, c'est-à-dire un cadre juridique stable, une absence de contradictions internes, par exemple. Ils ont laissé beaucoup de désordres s'établir, désordre des traités européens successifs et juxtaposés quand ils ne sont pas contradictoires et qui posent un problème de gouvernance du continent. Désordre budgétaire et de balance des paiements qui ne sont jamais redressés pour des pays comme la France. On n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 1974. Et désordre d'une régulation inadéquate ou inachevée. Il ne faut donc pas s'étonner de la situation actuelle, comme le rappelait le poète allemand Novalis, et je vais ici le trahir un peu, derrière le voile du désordre brillent les yeux du chaos. Merci.